Vous êtes sur HD24 dans votre émission Défense de sa terre, une émission qui reçoit tous les 15 jours un homme de culture, un acteur de développement, de l'intégration. On va discuter de la société, de la politique, de la culture, de tout ce qui touche la diaspora. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Sylla. Mamadou Sylla est le président de l'association SOS Casamance qui se base ici à Paris. Une association qui œuvre pour la paix et qui a fait beaucoup de réalisations au sud du Sénégal. Monsieur Sylla, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Lavine, c'est moi qui vous remercie. Alors, je suis plus connu sur l'appellation Amadou que Mamadou. Voilà, Amadou Sylla. En tout cas, c'est un immense plaisir pour moi d'être l'invité de cette émission dont le concept me fascine beaucoup. Défense de cette terre. Alors, défense de cette terre, justement, alors, je crois que c'est un très bel concept. Et puis, certainement, au cours des échanges, voilà, on fera en sorte que le concept apparaît dans tout ce qu'on pourra dire, ce qui pourra peut-être intéresser les auditeurs et auditrices de HD24. Merci, M. Sylla. Mais pourquoi SOS Casamance à Paris et non SOS Casamance à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Matam? Parce que c'est un problème national, peut-être sous-régional, parce que la Gambie, la Guinée-Bissau, moi j'aimerais bien SOS Casamance à Thiès, à Guédiawaye, pour que les gens puissent contribuer pour la paix. Vous avez tout à fait raison. Et à Paris. Oui. Ce n'est pas un problème entre le Sénégal et un autre pays dans un autre Oui, continent. Absolument. Mais après, bon, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit on donne la parole à la diaspora. Et surtout que moi, je fais partie de la diaspora. Tout à fait. Une diaspora qui s'intéresse à son pays également. Une diaspora qui contribue aussi au développement de son pays. Qui a l'œil sur son pays, qui a une attention sur son pays, qui porte une double culture, une double nationalité. À un moment donné, voilà, on est partagé entre le Sénégal ici, donc les problèmes du Sénégal, nous les portons, comme les problèmes de la France également, nous les portons, et je crois que c'est ce qui fait que peut-être SOS Casamance se trouve là, mais à la base, SOS Casamance a été créée au Sénégal. Donc c'était, au Sénégal? Elle a été créée à Dakar, plus précisément. À l'époque, on était des jeunes étudiants. Donc c'était vers les années 80, ça a commencé à germer vers 98, fin 92, 99. Et puis on était à l'université de Dakar avec des amis. À un moment donné, on se dit, bon, mais il se passe beaucoup de choses en Casamance. Et en tant que jeune, on ne peut pas observer et garder le silence face à cette situation-là. Et puis d'autant qu'on était quand même très engagés depuis qu'on était très gosse déjà. Moi, j'ai eu un engagement quand j'étais déjà au collège. Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que ça ne va pas les étonner davantage. Ils vont se dire, c'est tout à fait normal qu'ils soient dans l'engagement. Déjà au collège, on était très engagés dans les mouvements socio-culturels du collège, dans les mouvements aussi de grève, dans pas mal d'initiatives. Donc cela a continué au lycée et puis bon, à l'université, effectivement. Donc vous avez senti des manquements au niveau des régimes au moment où vous êtes décidé de s'engager pour la paix en Casamance? Parce que les différents régimes qui se sont succédés, Diouf, Wade, Macky, et qui a appliqué la bonne méthode? Alors, je ne sais pas qui a appliqué la bonne méthode. Je ne dirais pas, peut-être je ne vais pas raisonner comme ça, mais je vais dire tout simplement que c'est un processus qui s'est mis en place. C'est vrai que Diouf a connu l'éclatement de la crise casamançaise, avec peut-être une grande surprise, des gens qui n'étaient pas préparés à faire face à de telles situations. Et bon, ils l'ont géré à leur manière, peut-être qu'avec des manquements, bien sûr, des regrets plus tard. Et puis ça a continué. Avec Wade aussi, Wade est arrivé, il a géré à sa manière, et puis ainsi de suite. Mais je crois qu'il y a un processus qui s'est mis en place parce que... On a parlé beaucoup d'argent au temps de Wade avec les mallettes et tout. Oui, après... Bon, après Wade, c'est vrai que sa manière de faire a été décriée par tout le monde, non? Mais c'était divisé aussi pour... Ben, c'est normal, c'est de bonne guerre. Donc il fallait affaiblir le mouvement des forces démocratiques de la Casamance pour quand même voilà, avoir le terrain, marquer davantage le terrain. Donc c'était de bonne guerre, mais malheureusement, je crois que ça s'est pas très bien fait,
puisqu'après, on a quand même connu des assassinats de grandes personnalités comme Omar Lamine Badji, comme un dignitaire religieux, Chérif Samsudine Aïda, toutes ces personnalités ont été tuées comme ça à cause effectivement de supposer, parce qu'en fait aussi c'est ça, on dit qu'il y a de l'argent, mais en réalité personne ne voit l'argent. Mais où se trouve le problème? Il faut parler maintenant avec qui alors? Ben, il faut parler avec tout le monde, parce qu'aujourd'hui, la crise casamançaise, c'est une crise aujourd'hui qui a traversé tout le Sénégal. Il n'y a pas une région du Sénégal où on ne trouvera pas de personnes, où on ne trouvera pas de victimes. Toutes les régions du Sénégal, que ce soit au nord, au sud, partout, il n'y a pas peut-être une famille même, une famille sénégalaise qui ne te dira pas que voilà, je n'ai pas eu de victimes. Donc, à un moment donné, ça devrait être un problème national, un problème de mobilisation nationale, de conscientisation nationale. Parce que c'est aussi l'avenir du Sénégal qui est en train de se jouer sur cette crise casamançaise-là. C'est notre intelligence commune qui est convoquée dans cette affaire-là. Ben, soit on est capable, en tout cas, de se dire, écoute, il faut qu'on arrive à redéfinir les bases, les fondamentaux de notre nation, de notre État. Et dans ce cas-là, on ouvre le débat. On essaie de voir quels sont les termes du débat, les termes d'échange, tout ça, on le définit, qu'on trouve un consensus sur le schéma. Mais si on n'a pas cette approche-là, et qu'on va privilégier, par exemple, en disant on va discuter avec le MFDC est déjà affaibli, parce que le MFDC lui-même a du mal effectivement à créer un consensus au sein de l'opinion casamançaise. C'est une opinion qui est fondamentalement divisée sur la question de l'indépendance. Il y a une bonne partie des Casamançais qui ne sont pas pour l'indépendance, ça tout le monde le sait, mais on n'a pas permis à cette partie qui n'est pas d'accord pour l'indépendance, qui n'est pas partie pour l'indépendance, de donner son opinion. Donc ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, ben, on a créé des conditions qui font que l'opinion ne s'est pas suffisamment exprimée sur la question. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On traite avec les MFDC, qu'on affaiblit, qu'on essaie de dominer au maximum, qu'on essaie de tuer d'une certaine manière. Et puis avec le temps, effectivement, c'est un mouvement qui s'est complètement décomposé d'une certaine manière, avec des divisions internes, voilà, ce qui est tout à fait compréhensible, des fronts sud, des fronts nord, centre, tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, c'est un mouvement où les parties prenantes de ce mouvement-là ne se connaissent pas souvent. Voilà, ils ne se sont jamais rencontrés. J'en veux pour preuve un responsable MFDC à qui on demandait s'il connaissait un autre responsable du front Nord. Il dit, je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie, je ne le connais même pas. Et pourtant, ils sont tous du MFDC. Les pays qui sont à côté aussi, ils doivent jouer leur rôle. On avait parlé du cas de Yaya Jammeh aussi, au temps où voilà, il était le président de la Gambie. Est-ce qu'il a joué son rôle? Et puis la Guinée-Bissau aussi à côté, il y a des enjeux. Oui, mais après, c'est des pays, en fait, je crois qu'au niveau de l'opinion, on fait un procès quand même un peu exagéré. Mais c'est des pays, à mon avis... il a été franc, lui, Yaya Jammeh? Non. Yaya Jammeh, jusqu'à preuve du contraire, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en fait, on lui a prêté une intention et on a fait un procès contre lui qui n'est pas tout à fait fondé. Parce que Yaya Jammeh est parti, on avait vendu à l'opinion qu'effectivement il y avait un soutien massif de Yaya Jammeh au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Vous faites allusion qu'il n'y a pas de preuves palpables. Oui, pour moi c'est les faits qui sont importants dans ce genre de choses-là. C'est-à-dire que bon, maintenant on peut avoir la peur de dire que Yaya Jammeh c'est un militaire, et puis il est d'une ethnie qui est aujourd'hui accusé à tort ou à raison, effectivement, à être le cerveau de ce mouvement-là. Puis il est Casamancé, lui. Oui, Yaya il est Casamancé. Son village, il est né dans un village qui fait partie du Sénégal, et ces villages-là ont été cédés par le président Senghor à la Gambie. Ça aussi, c'est bon de le savoir. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, Yaya Jammeh, bon, on a dit, oui, mais bon, Yaya Jammeh, il est parti, mais malheureusement, avec le départ de Yaya Jammeh, jusque-là, quand même, on n'a pas une solution tout à fait définitive à la crise casamançaise. Donc, il y a de quoi s'interroger. Tout à fait. Et le nouveau régime actuel, le régime actuel au Sénégal, le Premier ministre, il est du Sud. Oui, tout à fait. Est-ce que ça va impacter sur la culture de la paix, ce que les autres présidents ont manqué ou les autres gouvernements dans leur démarche ou dans leur méthode? Le fait d'avoir un Premier ministre qui habite dans la région et puis qui connaît la culture de la région. Donc voilà, est-ce que ça peut jouer un rôle primordial pour que la paix puisse se retrouver? Alors, c'est vrai, c'est quand même heureux
d'avoir un Premier ministre qui est de la région. C'est la première fois? C'est la première fois, c'est historique. Donc il faut s'en féliciter et puis espérer effectivement que ce changement-là, cette nouvelle donne-là va apporter effectivement profit à la résolution de la crise casamançaise. Mais je pense que ça va se jouer aussi sur la méthode, sur l'approche, sur aussi la mobilisation des intelligences collectives autour de la question, pour arriver effectivement peut-être à avoir un chemin qui fait que on ne fera pas les mêmes erreurs, on ne fera pas les mêmes bêtises, on fera en sorte que l'opinion soit mobilisée, les Casamançais, les Sénégalais de façon générale soient mobilisés autour de la question et qu'on arrive effectivement à vider le contentieux et à tourner définitivement la page. Et que ça ne soit pas un héritage qu'on va laisser à nos enfants ou à nos petits-enfants qui viendront questionner avec d'autres interrogations, d'autres, comment dirais-je, situations qui peut-être créera davantage de confusion. Au point qu'ils seront tentés effectivement peut-être de croire que le combat politique pour l'indépendance de la Casamance est une réalité, alors que voilà, je crois que c'est quelque chose qui c'est en envie, mais qui n'est pas forcément, qui n'a pas un fondement, voilà, un fondement viable pour qu'on puisse dire voilà, la Casamance est une entité viable, capable effectivement de prendre son indépendance. Je fais partie de ceux qui croient que ce projet indépendantiste n'est pas viable. Et puis voilà, je pense que ce n'est pas l'avenir de la Casamance. Mais il y a des voies beaucoup plus salutaires autour desquelles effectivement on peut réfléchir pour quand même sortir la Casamance de sa situation actuelle. On ne peut pas parler de la Casamance sans citer le nom de Sountou Badi. Et qui était Sountou Badi? Il n'est pas connu de la population. Peut-être les vieux ou ceux qui ont vécu avec Senghor ou Diouf. Mais la nouvelle génération, on ne connaît pas Sountou Badi. Si vous devez nous parler de Sountou Badi, alors, la définissez comment? Sountou Badi n'est pas connu de la nouvelle génération. Moi, je dirais que Sountou Badi, c'est aussi une victime de la crise casamançaise. Ah oui? Ouais. Comment? Une victime de la crise casamançaise au point qu'on l'oublie, au point qu'on n'a pas envie de l'avoir dans le récit national. Une figure comme Sountou Badi qui a sillonné le monde, qui a participé effectivement à la libération de pas mal de pays comme la Guinée-Bissau, comme le Cap-Vert, comme l'Angola. C'est quelqu'un qui a contribué grandement au niveau de la sous-région à permettre effectivement à ces pays d'accéder à leur souveraineté nationale. Sountou Badi au niveau national, c'est quelqu'un qui était très lié au président Senghor, un grand ami du président Senghor. L'amitié entre Sountou Badi et Senghor était telle que, à un moment donné, Senghor ne faisait rien sans le consulter. Donc, c'est un acteur majeur d'une telle dimension. Si on arrive à l'oublier, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, soit c'est une volonté étatique, une volonté politique, qui fait qu'on ne veut pas du tout, on va effacer sa mémoire, on va effacer le personnage dans l'histoire, dans le récit national. Ce qui est quand même tout à fait dommage. Donc, du coup, dans ce que je disais tout à l'heure... Mais qu'est-ce qu'il a joué, lui, pour la paix en Casamance? Alors, Sountou Badi, si on devait retenir quelque chose de lui. Pour la paix en Casamance, on ne peut pas peut-être l'associer à la question de la paix en Casamance, parce que Sountou Badi existait bien avant la crise casamançaise. Oui. Donc c'est quelqu'un qui existait bien avant que nous-mêmes soyons nés. Donc avant même qu'on soit dans cet espace-là. Il a joué, quel rôle il a joué? Il a joué un rôle, il a créé une communauté qui s'appelle Aïnou Salam à Signan. Donc il est situé dans le département de Bignona. Il s'est engagé dans l'islamisation effectivement de ces communautés, des communautés Diola de cette contrée-là et de toute la Casamance. Il avait des relations au niveau international qui lui ont permis en tout cas de jouer un rôle extrêmement important dans le rapprochement des communautés, dans le dialogue islamo-chrétien, qu'il a conduit effectivement avec le roi du Maroc, le roi Hassan II à l'époque, qui effectivement lui faisait beaucoup confiance et qui lui a remis en commun effectivement que son défunt père avait laissé en héritage. Le pape? Le roi Mohamed V. Voilà, et puis c'est ce colon-là qu'il a donné au pape VI de l'époque,
toujours C'était dans à le Rome? souci, c'était en Rome, donc dans le souci effectivement Et c'était de... quoi l'objectif, le fait de lui remettre le Coran? Mais vous C'était pour savez, le dialogue il faut islamo-chrétien tenir, ou il y avait un but quand même? non, il faut tenir compte de ce contexte-là, le contexte des années 1976, 70, 75, tout ça. C'était des moments assez... Les pays africains venaient d'accéder à À l'indépendance. l'indépendance, et 10 ans Et le après, ouais. contexte était vraiment un contexte effectivement assez particulier parce que voilà, ces pays venaient d'arriver à l'indépendance et il y avait aussi une tension en Moyen-Orient, notamment la question palestinienne. Et il y avait aussi d'autres pays qui étaient dans la lutte pour leur indépendance. Il y a la situation en Afrique du Sud, tout ça. Mais donc, on était dans un contexte très tendu, un contexte de guerre. Alors, ce qui fait qu'un personnage comme Cheikh Ousmane Toumbadi, qui faisait en fait la médiation, le lien entre les différents élites, et puis il avait accès à ces élites-là du monde, que ce soit en Europe, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique. Donc, une personnalité comme ça, il jouait pleinement son rôle de médiateur, et je crois qu'il l'a pleinement joué, au point, effectivement, comme je le disais tantôt, que grâce, effectivement, à son investissement, il a réussi, effectivement, à faire en sorte qu'un certain nombre de pays sont arrivés à l'indépendance, avec notamment les pays lusophones. Je parlais de la Guinée-Bissau, je parlais du Cap-Vert, je parlais aussi de l'Angola, tout ça, où ces pays, il est très bien connu dans ces pays-là. Et puis même la Gambie à côté, où il avait aussi une reconnaissance tout à fait auprès du président Kairaba Diawara à l'époque. Peut-être que voilà, cette nouvelle génération ne connaissait pas effectivement toutes ces grandes figures qui ont permis à l'indépendance de à l'indépendance, qui ont conduit leur pays à l'indépendance comment on appelle, qui ont conduit l'indépendance de leur pays. Mais voilà, c'est un personnage qui Mais était vous quand même n'avez pas central. effectué des recherches aussi dans ce sens pour retrouver ses écrits, des Alors, archives? Cheikh Suntou, il a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez effectué des démarches dans ce sens pour Il y a retrouver des ces recherches. archives? Je sais qu'il y a aujourd'hui, comment dirais-je, un compatriote sénégalais, Mandiouf Diallo, il s'appelle, qui a été vraiment chargé par Suntou Badi lui-même. Suntou Badi l'a appelé pour lui dire, Mandiouf, je veux que tu dois écrire sur moi. Tu dois vraiment raconter ma vie. Et ce n'est pas simplement des mots, parce que Mandiou aujourd'hui, c'est quelqu'un au niveau du Sénégal, de la Casamance, qui est quand même une référence quand tu veux parler de Suntou Badi, quand tu veux connaître l'œuvre de Suntou Badi. Effectivement, c'est quelqu'un aujourd'hui qui dispose des archives que Suntou Badi lui a léguées et qu'il est en train de l'exploiter. Il est en Casamance. Okay. Et il est en train de travailler, il a fait une grande production qui n'est pas encore apparue, donc nous sommes en train de le presser pour qu'il sorte effectivement cette œuvre-là. Mais déjà, il a commencé avec ses contributions effectivement à lâcher des éléments d'information qui sont extrêmement importants, qui sont très précieuses et qui mériteraient d'être retravaillés par des historiens, par des sociologues, des anthropologues, par voilà, des étudiants, parce que je crois que Suntou Badi, c'est quand même un champ de recherche. Personnellement, moi j'ai fait un truc, comment on appelle, un DU sur lui, hein, sur Suntou Badi, parce que j'ai fait un DU sur la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations. C'était en 2023, à un moment donné, on m'a demandé de choisir un sujet. Je dis, mais moi, c'est le sujet qui m'intéresserait. Après, le prof me disait, mais vous êtes militant associatif, ça serait bien que vous parlez de la Casamance. Je dis, mais qu'est-ce que je veux dire de la Casamance? Alors, l'idée m'est venue, effectivement, de parler de Suntou Badi, dans ses relations avec le président Senghor. Je crois que d'ailleurs, j'en ai sollicité pas mal de personnes à l'époque pour voir un tout petit peu quel est leur regard, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter comme témoignage sur Suntou Badi. Et donc, ce n'est qu'un début, parce qu'un personnage comme Suntou Badi, je crois que ça prendra le temps que ça prendra, mais on arrivera à un moment donné, effectivement, à le positionner et peut-être à lui donner effectivement la valeur qu'elle mérite dans, en tout cas, cet espace qui est le Sénégal et au-delà, qui est la Casamance, parce que je crois qu'il le mérite, qu'il a joué un rôle extrêmement important, qui mérite d'être connu par les générations et des générations qui viennent. Ouais. Parlons un peu de SOS Casamance ici à Paris et les activités que vous menez, que vous déroulez ici, parce que nos compatriotes de la diaspora ont besoin aussi d'intégration, ça pose problème, l'intégration.
d'accéder à l'administration française. Donc, est-ce que vous travaillez dans ce sens pour que nos compatriotes puissent bénéficier de ces démarches administratives? Parce que c'est une association. Absolument. Vous dispensez des cours pour la langue française, ça fait partie aussi de l'intégration, maîtriser une langue et tout, c'est important. Absolument. Mais est-ce qu'il y a une forte partie de la diaspora, et plus particulièrement sénégalaise, qui passe vous voir pour l'intégration ou bénéficier d'une formation? Absolument. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que SOS Casamance à Paris, à la base, on n'était pas du tout sur ces problématiques d'intégration. Alors, ce qui nous a fait effectivement peut-être avoir une orientation d'action et d'initiative au niveau local, au niveau parisien, c'est que, à un moment donné, on s'est dit, on vit à Paris. On a une association qui s'intéresse au Sénégal, qui a envie de faire beaucoup de choses au Sénégal, qui s'intéresse à la Casamance, mais on vit là, moi je passe mon temps ici, je vais rester 12 mois, je ne vais pas au Sénégal. Mes enfants sont nés ici, ils ont grandi ici, ils se développent ici. À un moment donné, je dis, mais mon engagement doit servir aussi là où je vis. Voilà. Parce que c'est important à un moment donné de faire le lien. Parce que j'ai l'impression que c'est vrai qu'avoir une culture, une double culture sénégalaise, française, parisienne, à un moment donné, on est plus dans la tendance de dire, on est sénégalais, on va aller faire tout au Sénégal. Mais à un moment donné, on se dit, mais il faut quand même qu'on réfléchisse de façon tout à fait lucide, parce que 360 jours, 365 jours, on est là, mais on va au Sénégal que, par exemple, 20 jours maxi, 30 jours maxi. Le reste, on le fait là. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on doit être absent ici ou on doit être présent? Parce que notre vie, ça se passe ici, et nous devrons aussi faire partie des décideurs de ce pays-là. Parce que là, on vit. On travaille ici, on paie nos impôts ici, on se réveille là, on fait tout. Donc à un moment donné, on regarde la réalité. La réalité, c'est quoi? On a des compatriotes qui sont là, on a nos enfants qui sont ici, qui sont dans de grandes difficultés d'intégration, parce que tout simplement issus de familles d'émigrés, où ces émigrés-là sont dans un parcours non achevé, donc ne comprennent pas un peu les réalités de la société, ils ne sont pas trop dans le jeu. À un moment donné, ils ont du mal effectivement à canaliser les enfants. Bon, et puis ça se traduit effectivement par des essais scolaires intenses. À un moment donné, on se dit, ok, ça c'est un constat. À partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre effectivement une action en direction de ces enfants. C'est comme ça qu'on a commencé à recueillir des enfants, à prendre des familles, des enfants, pour les accompagner dans leur scolarité. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, en termes de lien, c'était beaucoup plus facile, parce que ces enfants, en fait, peut-être pouvaient avoir une identité à travers nous, en se disant, mon père est d'origine malienne, mon père est d'origine sénégalaise, mon père est d'origine ivoirienne, et puis j'ai en face quelqu'un peut-être qui comprend ma culture, qui peut me parler. Contrairement, peut-être que si je me retrouve avec quelqu'un d'autre, la communication peut ne pas être ça. Parce que c'est aussi, voilà, des fois, les différences culturelles, ça joue beaucoup, des fois, dans les communications. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à accompagner des jeunes. Progressivement, on s'est rendu compte que l'accompagnement scolaire, ce n'est pas ça seulement, mais il y a aussi un autre défi qui concerne les familles, les parents. Et ces parents qui ne parlent pas bien français, qui ne comprennent pas bien le mode de fonctionnement de l'école ou de la société. Il y avait une demande, on s'est dit, écoute, on va essayer de monter un atelier d'apprentissage du français. Donc on a commencé avec quelques familles, et puis ça a pris une certaine ampleur, jusqu'à ce qu'on se retrouve effectivement dans des problématiques beaucoup plus complexes, notamment la question de l'intégration, comme vous venez de l'évoquer, où on se dit, ouais, quand même, nous on est parti de là, mais on se rend compte qu'effectivement c'est un besoin qui dépasse le simple cible que nous avons. Et donc, on s'est positionné sur ça, et puis avec le soutien effectivement des autorités, de la mairie du 2e, de la mairie de Paris, et puis de la région, et puis de certaines institutions comme la préfecture aussi, et certains ministères, la CAF également, toutes ces institutions à un moment donné, effectivement, ont jugé utile de regarder ce qu'on est en train de faire, de s'intéresser à ça, et bon, de nous accompagner. Et puis, donc... et l'accompagnement, c'est quoi? C'est l'accompagnement financé? Oui, justement, c'est un fonctionnement. Parce que, non, vous savez, après, ici une association bien structurée, bien dans les normes de fonctionnement, effectivement, et soutenue financièrement. Parce que c'est en fait une délégation de compétences.
Ce que l'État aurait pu faire, l'État ne le fait pas, l'État délègue ça aux associations. Moyennant en accompagnement financier, parce que ça demande effectivement de recruter du personnel, ça demande de payer des loyers, c'est pas gratuit, on ne met pas des locaux gratuitement à nos dispositions, c'est des locaux qui sont payés, nous avons aussi des charges de fonctionnement, tout ça, il faut trouver les moyens de le faire. Donc si réellement l'action qui est proposée est une action qui rentre dans le cadre des politiques publiques, naturellement, c'est une action effectivement qui va être soutenue financièrement pour permettre effectivement à ce que cette action se réalise dans les meilleures conditions. Ça, c'est comme ça que ici ça fonctionne. Bon, maintenant, c'est vrai que au Sénégal, peut-être on n'aura pas cette culture des structures pour faire développer. Peut-être ça existe, hein. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'expérience dessus, mais c'est qu'il y a des structures qui existent. Maintenant, est-ce que c'est l'État sénégalais qui les finance à travers des politiques publiques? Ça, je ne sais pas trop, mais ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il se trouve qu'aussi, on est sur un territoire qui est politique de la ville, très sensible, où effectivement la question de la discrimination existe, la question des disparités, des inégalités est une réalité. Donc, l'État ne pouvant pas intervenir directement pour régler tous les problèmes, effectivement, les associations constituent des relais pour apporter des éléments de réponse par rapport à un certain nombre, effectivement, de défis que l'État souhaite relever. Et donc, on s'inscrit effectivement dans cette logique-là. Et puis voilà, on bénéficie effectivement de l'accompagnement financier, de l'accompagnement en termes de formation, de compétences, tout ça, pour en tout cas nous permettre d'être effectivement au point face aux défis auxquels nous Et l'État sénégalais, qu'est-ce qu'il a fait? Vous recevez pas L'État n'existe pas dans ce qu'on fait. Donc l'État sénégalais particulièrement n'existe pas dans ce qu'on fait. C'est un choix ou bien non? Vous l'avez sollicité? Je pense que l'État sénégalais n'a jamais existé dans ce que font les diasporas de façon générale, à ce que je cherche. Ah oui? Mais il y a une politique de la diaspora quand même. Non, il y a un ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur, il y a l'ambassade du Sénégal à... Je ne suis pas sûr qu'ils ont les moyens pour accompagner la diaspora dans la réalisation de leur projet. C'est vrai qu'après, il y a des dispositifs dans le cadre des coopérations entre les pays. Entre les pays, bon, ça c'est les coopérations, mais de façon spécifique, au financement de l'État sénégalais dédié à la diaspora pour des projets qui concernent les diasporas ici ou qui concernent effectivement des projets de diaspora au Sénégal. Bon, ça, à ma connaissance, je ne pense. En tout cas, personnellement, nous, on n'en a pas bénéficié. On n'en a jamais eu. On a un nouveau régime au Sénégal. Ils ont fait 3 mois. Ce n'est pas le moment de faire un bilan, mais de voir est-ce qu'il y a une bonne vision pour vous en tant qu'homme de culture, homme d'éducation, une grande personnalité de la diaspora. Ces 3 mois, vous êtes optimiste par rapport à la vision? Oui, alors, chaque changement est très très utile dans la nation, dans la vie d'une nation. C'est un changement qu'il faut saluer. C'est des jeunes, ils ont une approche qui n'est pas forcément l'approche que nous avons connue. Mais au vu effectivement de leur manière de faire, effectivement, on peut espérer que on va arriver effectivement à un changement de paradigme, à un changement de logiciel, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, la manière de voir la politique, la manière de voir les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette disposition-là qui est là, qui fait bouger qui fait trembler beaucoup de choses, mais c'est tout à fait normal, c'est un changement, mais on peut vraiment espérer que voilà, ils vont changer, ils vont arriver à changer les choses, à permettre aux Sénégalais de se réconcilier avec eux-mêmes, et puis avec l'action publique et avec l'intérêt général, et puis qui permettra aux Sénégalais peut-être voilà, de redéfinir un nouveau Sénégal qui va être légué à nos enfants et à nos petits-enfants. En tout cas, moi, tout ce que je vois, je pense que mis à part en tout cas des chocs politiques qu'on peut entendre de gauche à droite, je crois que voilà, ils ont la ferme volonté de changer les choses, ça se voit. Ils ont envie de bouger, ils savent très bien ce qui pèse sur leurs épaules, les attentes des populations. Et je crois que c'est aussi, il faut que tout le monde s'y mette. C'est dans le collectif que ça peut faire sortir les choses. Et j'ai confiance effectivement
à ce nouveau régime-là, à ses dirigeants, le président de la République, qui est quand même jeune. En écoutant, on se dit, oui, je pense que le Sénégal vient d'avoir un président. Je disais à un ami, j'ai dit, mais vous savez, ils ont fait de Ousmane Sonko un saint en disant le saint Ousmane Sonko saint. On s'est dit que Ousmane Sonko est parti leur chercher un vrai saint, en l'occurrence du Diomaye. Donc ils disent, pour celle de vie, je dis que là, on a un président très saint. Et je crois que ça a été toujours la revendication des Sénégalais. Et puis bon, je dis Sonko les a sortis en saint. Et donc le Sénégal a un président saint. Je crois qu'il faut... Et ce sera quoi le rôle de la diaspora aussi pour la contribution de la diaspora pour accompagner ce nouveau régime? Je pense que la diaspora a joué un rôle important dans le changement, dans ce changement de politique. À l'avènement de ce régime-là, il faut que la diaspora soit consciente de cela et que la diaspora effectivement soit davantage mobilisée pour en tout cas agir de façon utile. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, de façon constructive. Mais en retour, il faut aussi que l'État sénégalais puisse ne pas être dans une position attentiste de dire, bon, il faut que la diaspora aide le Sénégal, mais il faut en retour que l'État sénégalais puisse définir aussi ses relations avec la diaspora, peut-être qu'en essayant de sécuriser, de donner un statut à cette diaspora-là, parce que je crois que c'est aussi important, la diaspora le mérite, parce que tout ce que nous avons, nous l'envoyons au Sénégal, nous pensons pour le Sénégal, nous faisons au quotidien au Sénégal. Un statut pour la diaspora, vous faites allusion à quoi? Un statut pour la diaspora, c'est-à-dire un statut qui permet effectivement à la diaspora de ne pas se sentir un peu lésé. Écarté à côté. Voilà. Donc, ça veut dire, moi, quand je vais au Sénégal, que je vais investir au Sénégal, que je puisse être protégé, que je puisse quand même avoir la garantie que mes investissements ne vont pas tomber dans l'eau et que ça ne sera pas un éternel recommencement. Je crois que ça, c'est très, très important. Bon, ça peut se faire de façon tout à fait, comment on appelle, décentralisée, que chaque région réfléchisse sur ses opportunités, sur comment effectivement faire en sorte que les ressortissants de cette région-là puissent en tout cas investir en définissant des lois ou des règles de collaboration qui permettent effectivement aux gens d'être un peu sécurisés. Mais ces règles existent. Vous, l'association SOS Casamance, vous avez construit une école. Ben oui. C'est où exactement? On est intervenu dans un village qui s'appelle Diabir, qui se trouve dans le département de Bignona, dans l'arrondissement de Oulampan, dans la communauté rurale de Oulampan, et puis dans un autre village qui s'appelle Bouto. Et c'était des abris provisoires autant? Oui, c'était des choses, l'État était absent dans ces zones-là. Et il n'y a pas que dans ces zones-là, il y a beaucoup de villages où l'État est absent, en termes d'éducation, en termes d'infrastructures scolaires, en termes d'infrastructures sanitaires, l'État n'est pas présent. Bon, après, donc nous on le fait, comme d'autres aussi le font dans d'autres régions, donc ça veut dire que la diaspora, elle investit, elle fait ce que l'État, elle vient réparer les manquements de l'État dans certaines zones. Donc fort de tout ça, je crois qu'à un moment donné, il faut que l'État, mis à part de la politique politicienne, que l'État regarde les faits et se dire mais comment je peux accompagner cette diaspora-là, comment je peux mettre des leviers qui permettent à cette diaspora de pouvoir réaliser ses ambitions, ses envies, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de réaliser des choses, de faire des choses, mais ils ne sont pas du tout accompagnés, ils ne sont pas regardés. Et donc, du coup, le fait que l'État n'ait pas cette attention, effectivement, à toutes ces dynamiques, à toutes ces ambitions-là, je crois que quelquefois aussi, c'est un manquement pour le Sénégal, mais je crois qu'il n'est pas tard de changer de paradigme par rapport à tout ça. Mais qui doit le faire? Vous savez, on est aussi interpellé. Il faut une volonté aussi de vous rapprocher vers l'État, de faire des propositions, des contributions aussi. Vous savez... l'administration aussi, elle est écrite. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'après, ça c'est des politiques. Des politiques. C'est-à-dire, une politique de la diaspora, ça ne se décrète pas. Ça se prépare en amont et comme en aval. Ça veut dire qu'en amont, il faut quand même voir quels sont les Sénégalais aujourd'hui qui veulent, les Sénégalais qui veulent voyager, les Sénégalais qui veulent partir. On sait que la migration, c'est quand même quelque chose, c'est humain. Depuis l'aube des temps, c'est des Donc les régimes qui se sont succédés, ils ont raté la politique de la diaspora. Mais ils n'ont pas eu de politique de la diaspora, à vrai dire. C'est ça la vérité. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui de rectifier tout ça. C'est-à-dire que ça soit le régime de Senghor,
que ce soit le régime de Diouf, que ce soit le régime, je ne sais pas de qui, ils n'ont pas de politique, c'est normal. Vous faites le régime de Senghor. Senghor, il fait partie de cette diaspora aujourd'hui qui était engagée comme d'autres diasporas au niveau africain, qui était engagée pour assurer le processus d'accès à l'indépendance des pays africains. Donc, bon, donc c'est un État à construire. Et donc, Senghor arrive, il met les fondamentaux, comment je construis l'État, et puis avec sa vision. Même si ce n'est pas parfait, il y a des choses qui ont été faites, et puis à partir de ce moment-là, il faut ajuster, il faut redéfinir, il faut ça. Mais malheureusement, je crois que ça a manqué à ce niveau-là, cette vision de réajuster, de reconstruire, de définir. Bon, mais il n'est jamais trop tard, je crois que c'est des choses qui peuvent arriver au moment opportun, et le moment dans lequel nous sommes effectivement au Sénégal avec le nouveau régime, je crois qu'il est temps, hein, vu la contribution très significative du point de vue politique, parce que ça, il faut le dire, la mobilisation de la diaspora pour le changement, je crois que ça, c'est quand même une réalité. À partir de ce moment-là, maintenant, il faut qu'il y ait un vrai débat sur la question de la diaspora, sur les politiques à mettre en place. Mais la diaspora a été toujours contre le régime. Oui, pas toujours. Hein. La diaspora, elle a été abusée. Et à la fin, après... Ben, elle a été abusée, hein, parce que la diaspora, elle a été très contributive à un moment donné, mais à un moment donné, elle s'est sentie très abusée. Et puis, bon, ce qui a créé effectivement ce sentiment de révolte. Ce sentiment de révolte-là, ben, c'est pas il n'y a pas longtemps. Hein. Bon, donc, avant, la diaspora, elle n'était pas trop politique. Impliquée, ah voilà, oui. elle n'était pas comme on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une jeunesse, une diaspora très jeune, on a une jeunesse qui bouge, une jeunesse qui est partout. Et c'est toute cette jeunesse-là qui se retrouve aujourd'hui en Europe, qui se trouve dans un parcours avec des incertitudes, qui est dans la peur, quelque part, qui, à un moment donné, effectivement, en veut au pouvoir public. Et puis, c'est cette jeunesse-là, aujourd'hui, qui crée les conditions de changement. C'est-à-dire, elle n'est pas contente, elle va mobiliser, elle est dans les réseaux sociaux, tout ça. Avant, il n'y en avait pas, tout ça. Avant, il n'y en avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, des Sénégalais, il faut quand même... Des fois, c'est important aussi de regarder les types de Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui sont comme vous, comme moi, comme d'autres, qui sont là, très stables, qui font leur vie, qui vivent ici, qui participent à la vie d'ici, qui ont un regard très différent du Sénégalais qui vient d'arriver, qui lui est dans le questionnement. Il est Sénégalais. Raison pour laquelle il doit être accompagné. Oui, justement. C'est pour ça que ces Sénégalais-là, ben, si aujourd'hui il y a une organisation qui existe, par exemple l'État sénégalais dit moi j'ai envie de mettre en place un haut conseil des Sénégalais de la diaspora, une structure qui va être reconnue officiellement et qui va avoir des démembrements au niveau, par exemple, des autres provinces, voilà, avec une forme d'organisation qui permet partout où le Sénégalais atterrit, qu'on puisse le récupérer, qu'on puisse le recenser, qu'on puisse l'encadrer, qu'on puisse l'accompagner. Mais si ces conditions-là sont créées, je crois que ça va apaiser beaucoup de tensions aussi. Mais si les Sénégalais viennent et se retrouvent tout seuls dans la nature, eh bien, ils vont venir voir... Mais les conditions sont là. Il y a le consul, il y a des associations. Le consul, tout ça, c'est pas forcément... Parce que le recensement aussi, pour qu'il soit un recensement absolu, un recensement où on peut compter, c'est-à-dire il faut parler avec l'État aussi. On ne peut pas confier cela à une association à côté. Pas forcément, mais vous savez, le consulat existe. Le consulat aurait pu être aurait pu jouer un rôle important dans ce sens-là aussi, mais ce n'est pas le cas. Le consulat aurait pu permettre, effectivement, le consulat, il existe, aurait pu, avec les associations, bien sûr, c'est ça l'enjeu, autour de dire, par exemple, comme actuellement, quand au consulat, il y a un Sénégalais qui arrive, qui a des besoins particuliers que le consulat n'arrive pas à résoudre, qui se dit, ah ben tiens, j'ai sur ma liste des associations qui peuvent vous accompagner. Il y a telle association dans tel arrondissement, il y a telle association dans telle zone, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ne le font Mais pas. Cela sous-entend qu'il y ait une collaboration avec ces associations-là et un accompagnement. Parce que c'est aussi ça le sens de vouloir traiter. Mais en fait, le fonctionnement que nous avons avec ces institutions-là, c'est du fonctionnement tout à fait bénévole. Alors, on le fait généreusement. On va, par exemple, moi, on m'oriente quelqu'un. Mais c'est l'association qui doit aller se présenter devant l'administration. Mais non, mais l'administration connaît les associations qui existent parce que c'est très facile de connaître ce qui se passe ici. Hein. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, quand une association existe, a un fonctionnement qui existe de façon tout à fait adéquate avec les règles du pays, mais tout de suite, il est connu.
C'est connu, donc ça veut dire que... Et puis même, il y a une démarche qui se fait au niveau des autorités consulaires. Hein. Nous, personnellement, on est connus au niveau du consulat, on fait des démarches là-bas. Des fois, le consul, nous l'accueillons dans l'association pour discuter avec des compatriotes, pour parler avec eux sur certains trucs. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on a cette tradition-là. Voilà. Pourquoi? Parce que aussi, on est sur un territoire avec une existence qui nous permet effectivement d'avoir cette ouverture-là. Mais je crois qu'après, il faut une vraie politique. Hein. La politique, là, il faut une politique d'accompagnement des pouvoirs publics sénégalais si aujourd'hui, ils veulent faire aussi une délégation de compétences ou de pouvoir en direction de certaines associations pour leur permettre effectivement de gérer ces Sénégalais-là. Ben, on peut les gérer dans la limite, c'est-à-dire aujourd'hui ils veulent un avocat, on trouve des avocats, ils veulent une démarche administrative, on leur aide à faire ça, ils veulent une domiciliation, on leur trouve de la domiciliation, ils veulent je ne sais pas quoi, au moins ils sont suivis pendant le temps de leur séjour, un temps qui leur permettra à un moment donné, au moment opportun, de dire mais cette fois-ci vous pouvez aller déposer votre demande de régularisation. Ou bien par exemple ils ont envie de travailler, de trouver du boulot, qu'on puisse leur donner effectivement un carnet d'adresse qui leur permet effectivement d'aller trouver du travail ou d'aller trouver des réseaux qui leur permettront effectivement de pouvoir être dans le parcours d'intégration. Et je crois que tout ça c'est important. Mais bon, il faut le dire, il y a des Sénégalais qui arrivent à s'en sortir individuellement sans être accompagnés. Il y a des Sénégalais qui sont accompagnés, mais il y a beaucoup de Sénégalais qui sont effectivement dans la nature et qui galèrent et qui souffrent et qui sont dans la solitude et qui sont dans le questionnement. Et c'est des Sénégalais. Et je crois qu'ils ne méritent pas ça de la part des autorités sénégalaises. À un moment donné, il faut avoir le regard beaucoup plus ouvert pour permettre effectivement à tous ces Sénégalais de vivre dignement. Parce que c'est une question de dignité après tout. Donc vous interpellez les autorités à se rapprocher de ces associations? Ben, à se rapprocher des associations, mais au moins aujourd'hui à amorcer une réflexion qui permettra effectivement de réfléchir ensemble pour voir comment quels sont les axes d'amélioration à mettre en place, quelles sont les politiques qu'on pourra mettre en place pour que la dignité de l'homme sénégalais soit respectée partout dans le monde. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Moi, ça me fait très mal peut-être de voir un Sénégalais dans des conditions de vie assez difficiles, où je me dis, mais ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas être le seul responsable de tout ça. Donc c'est une responsabilité partagée. À partir de ce moment-là, mais quelle est la responsabilité que chacun doit assumer dans effectivement les situations que ces Sénégalais vivent? C'est aussi un questionnement. Je crois que c'est important qu'on arrive effectivement à avoir des approches de cette nature-là qui peuvent en tout cas aider à renforcer, à mettre en place des politiques beaucoup plus performantes et beaucoup plus adaptées et qui vont rendre ces Sénégalais-là beaucoup plus performants dans leur investissement en direction du Sénégalais. Parce qu'un Sénégalais apaisé à l'extérieur, c'est un Sénégalais qui peut apporter beaucoup plus pour le développement du Sénégal. Un Sénégalais qui n'est pas apaisé, qui perd, c'est une perte pour le Sénégal parce que c'est un bras de moins qui aurait pu apporter effectivement un appui au développement du Sénégal. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure la question de la jeunesse. L'immigration clandestine demeure toujours un fléau. Les États, les différents régimes qui se sont succédés, ils ont apporté leur contribution, mais la question demeure toujours. On n'arrive pas à le résoudre. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a une solution apportée par la communauté, la diaspora ici? Alors moi je pense que c'est une question, c'est une volonté politique. Parce que l'Europe c'est un mythe, tous les jours. C'est une question de volonté politique. À risque de perdre leur vie. Donc est-ce qu'il y a une partie de contribution venant de la diaspora aussi? Mais la diaspora, elle peut apporter... Parce que le point de chute des jeunes, c'est ici. Donc voilà, vous avez aussi un rôle à jouer. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire que c'est une politique qui se prépare en amont. Quand ça déborde et que ça arrive à ce niveau-là, on ne fait que constater les dégâts. Comment on les répare? On le prendra avec beaucoup de philosophie, avec une approche pédagogique pour voir comment le résoudre. Mais c'est en amont. Ça veut dire que il faut mettre en place un cadre ou une politique de sensibilisation depuis le collège, hein, dans les dards, le collège, les familles, impliquer tout le monde pour qu'il y ait une politique qui soit vraiment entendue, qui soit portée par l'ensemble des acteurs locaux. Et à partir de ce moment-là, on sensibilise les jeunes. Un jeune, quand il est très bien sensibilisé sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais à un moment donné, il fait un choix. Mais aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de politique en la matière, donc les gens ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils
comme ils peuvent, et chacun, puisque c'est une manque de sécurité quelque part, qui fait qu'à un moment donné, quand les jeunes n'ont plus de sécurité dans leur environnement, de sécurité de vie dans leur environnement, et que les familles ne sont plus en sécurité également, parce que la sécurité familiale, c'est l'impact sur le développement de l'enfant. Si une famille n'est pas en sécurité, mais l'enfant subit cette insécurité-là. Et c'est cette insécurité, à un moment donné, qui pousse les jeunes à se dire, moi, je n'ai pas envie de vivre dans cette insécurité-là, j'ai envie d'aller chercher de la sécurité ailleurs. Donc, ça veut dire quelque part, l'État a failli à mettre en place des systèmes, des cadres de sécurité au niveau des familles, au niveau du quartier, au niveau des villages, qui permettent effectivement aux jeunes de rêver localement pour se réaliser. Ça veut dire qu'en ce moment-là, si on arrive à mettre ces mécanismes-là, ça veut dire que le jeune qui partira en Europe, il va aller pour des raisons très simples. Je vais aller me former, je vais aller chercher des compétences, parce que j'ai envie de venir développer des choses chez moi. Donc, il faut arriver à ce rapport-là. Que le jeune Sénégalais qui se dit, bon, moi j'ai envie d'aller aux États-Unis, mais qu'on puisse lui donner un visa en bonne et due forme, parce qu'il a une raison d'aller aux États-Unis pour se réaliser et revenir pour, en tout cas, continuer sa réalisation sur son territoire. Mais ça, c'est des politiques, hein, ça ne se décrète pas. Donc, il n'y a pas de miracle dedans. C'est une question de politique, il faut travailler, il faut y croire, il faut associer l'ensemble des acteurs pour arriver effectivement à formater une mentalité, une perception qui fait que le Sénégalais se dira, ben, je vais en France parce que tout simplement, j'ai une formation qui n'est pas là, ou bien j'ai envie d'aller vivre une expérience parce que voilà, j'ai envie de développer des opportunités ici. Bon, il faut qu'on amène nos politiques dans ce sens-là pour que l'homme sénégalais soit formaté de cette manière-là. Mais tant qu'on va leur vendre de la misère et qu'on va manquer de mettre en place des politiques de sécurité pour les familles, pour les quartiers, pour les villages, mais naturellement, les jeunes, ils vont aller chercher de la sécurité là où ils pensent que ça se trouve. Et on constate que la plupart du temps, c'est dans des conditions extrêmement dramatiques parce que voilà, ils prennent la pirogue sans savoir de ce qu'ils vont. Et c'est quand même dommage. Vous avez mené des campagnes de sensibilisation dans ce sens avec oui. nos autorités d'ici ou bon, après, du pays? nous on a mis en place, on a aidé effectivement les couturiers, puisqu'il y a beaucoup de Sénégalais qui, quand ils viennent ici, ils s'engagent dans la couture. Donc on a mis en place un collectif des couturiers. Parce que c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut aider ces jeunes-là. On a une permanence juridique qui accueille aussi des compatriotes, des Sénégalais et d'autres gens. Ça nous permet aussi de comprendre certaines problématiques, d'entendre des récits que peut-être en temps normal on n'entendra pas. Donc avec effectivement l'association des couturiers, ça permet effectivement à ces couturiers souvent qui arrivent, qui sont dans un parcours d'insertion, qui n'ont pas de papier, comment on peut les accompagner, quel comportement il faut avoir, comment ils peuvent faire ainsi de suite, ainsi de suite. Mais encore que ces gens, eux, ils sont dans des activités. Mais ceux qui ne sont pas dans des activités, comment vous faites? Ceux qui n'ont pas de formation, ceux qui n'ont jamais travaillé, comment vous faites? C'est extrêmement difficile. Donc ces gens-là aussi, ils ont une dignité à défendre, ils ont une dignité. Et comment vous faites avec eux? Ben, on est limité, on n'a pas de moyens, sinon on peut les orienter vers des structures que nous pensons être effectivement adaptées pour en tout cas leur apporter les réponses, des solutions. On les oriente effectivement vers d'autres structures. Si on se sent tout à fait diminué, à peut-être apporter des éléments de réponse, mais si ce n'est que voilà, du point de vue symbolique, en disant voilà, on va essayer de... Bon, en tout cas, ils viennent, moi je reçois beaucoup de gens comme ça, ils ne viennent pas parce que j'ai une solution miracle, mais je crois qu'ils viennent à un moment donné, ils se disent, ça m'apaise, au moins j'ai des repères. Ne serait-ce que ça, pour moi, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on peut aller plus loin si vraiment il y a une bonne politique, effectivement, qui est ouverte à la prise en charge ou à l'accompagnement de ces jeunes-là. On voit que la France est... Il y a une situation tendue entre la France et certains pays du Sahel, dont le Mali, le Niger, le Burkina, et même le Sénégal, parce qu'on a dit que le nouveau régime, jusqu'à présent, ils n'ont pas effectué un voyage officiel dans ce sens pour rencontrer les autorités françaises. Le président l'a évoqué, que lors de son dernier voyage, c'était par rapport à une autre visite officielle. Il s'est sans profiter pour faire une rencontre avec Emmanuel Macron. Mais pas encore une visite officielle où on va parler de politique culturelle, éducation et tout, parce que la France aussi est un des
pays qui soutient le Sénégal. Absolument. En termes d'éducation, de défense et tout. Est-ce que c'est une bonne politique, le fait que le président Diomaye entame des tournées dans la sous-région d'abord et après de terminer avec l'Occident? Est-ce que ce n'est pas une manière de montrer à l'Occident aussi que je suis à côté de ces pays du Sahel qui sont sortis aussi de la zone CEDEAO? Pour vous, est-ce que c'est une bonne politique ou bien il devait rencontrer immédiatement les pays qui le soutiennent le plus? Est-ce que c'est une bonne démarche pour vous? Oui, ben, moi je pense que c'est de la diplomatie, c'est un choix, c'est une option du président de la République. C'est une bonne option pour vous? À mon avis, il a fait un choix. Moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires dessus, mais je trouve que c'est une politique de voisinage. Le voisin, il faut renforcer le voisinage. Les politiques de voisinage sont extrêmement importantes parce qu'un voisin qui souffre, effectivement, ça vous impacte d'une certaine manière. Donc, connaître son voisin, ça permet effectivement de créer les conditions de vie beaucoup plus adéquates. Et de ce point de vue, je crois que nous avons beaucoup plus d'intérêt avec ces pays voisins que, par exemple, avec la France, d'une certaine manière. Parce que là, il y a la proximité, on vit ensemble, nos peuples partagent les mêmes cultures, nous avons des territoires, des fois, dont les frontières sont peu heureuses, parce que tout simplement, voilà, vous trouvez une famille malienne juste à 200 mètres, avec des cousins sénégalais à 100 mètres. Donc, à la limite, moi, je trouve que c'est extrêmement important, effectivement, de renforcer cela. Et puis après, bon, la France est un partenaire historique. Hein. Il n'y a pas que le Sénégal, mais avec tous les pays francophones. Donc, on a une relation très ancienne qu'on ne peut pas défaire, qu'il faut maintenir, qu'il faut renforcer. Parce que c'est une vieille tradition, une histoire très très longue qui date de génération en génération. Et donc cette histoire-là, aujourd'hui, je crois qu'elle est là, elle nous parle, elle nous convoque. On doit être effectivement attentif à ce que toutes ces relations-là soient maintenues dans de très 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 bonnes conditions. Ouais. Okay. C'est cela aussi l'avenir de nos peuples respectifs et le salut de nos États. Je crois que ça, c'est très important. Et c'est quoi exactement pour vous la situation tendue entre la France et ces pays du Sahel? Ben après, c'est normal, c'est une question de génération. À l'époque du général de Gaulle, je vais faire une digression. Je me suis posé la question un jour quand j'étais avec Sontobadi, qui dit « Je suis gaulliste, ça m'a beaucoup frappé ». J'ai dit « Mais c'est normal ». Il fait allusion à... Il dit à Cheikh Ousmane Sontobadi, qui me disait que moi je suis gaulliste, je suis foncièrement gaulliste. Je dis, mais tiens, Sontobadi gaulliste, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, j'ai cherché à comprendre. J'ai dit, mais vous êtes gaulliste? Effectivement, Sontobadi, quand il était venu ici, je fais une digression un tout petit peu avant de revenir à votre question, il est parti effectivement prier sur la tombe du général de Gaulle. Ah oui? Oui. Et je me rends compte qu'en Casamance, il y a beaucoup de gens qui se disaient de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Et je ne comprenais pas pourquoi De Gaulle avait une présence aussi massive en Casamance au niveau d'une certaine génération. Il y a une génération, effectivement, qui, De Gaulle, le parlait beaucoup. Et je faisais allusion au référendum de 58. Je faisais allusion dans la perception que ces gens ont. Donc, c'est dire que nos relations avec la France, de façon générale, c'est des relations extrêmement importantes. Et donc, du coup, c'est une question de génération. Oui. Pour revenir à votre question, la nouvelle génération, vu les difficultés qu'elle traverse, vu le fait qu'elle ne se retrouve pas trop dans les politiques qui sont menées par les différents régimes, mais pense qu'effectivement, la France est responsable de ça. À tort ou à raison. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui se sont développés, et puis, malheureusement, ça crée de la désinformation, et puis on arrive effectivement à ce sentiment anti-français, qui peut s'expliquer, mais je pense quelque part qui est peut-être mené de façon tout à fait exagérée et peut-être alimenté par une désinformation. Et ça, je crois que c'est aussi une responsabilité des régimes, à un moment donné, qu'il faut qu'ils regardent ça et puis peut-être le corriger. Bon, cela dit, je pense que nos relations, comme je l'ai dit tantôt, entre la France et l'Afrique, particulièrement entre la France et le Sénégal, c'est une vieille relation, c'est une relation qui est portée par des générations et des générations. La France nous doit beaucoup, nous devons beaucoup à la France, et je crois que cela, il faut trouver les mots, les dire, et puis l'accepter de façon partagée pour que les peuples portent effectivement ce destin commun qui nous lie avec la France. Je crois que ça, c'est très très important.
Donc pour faire la transition sur la politique française, actuellement ils n'ont pas de Premier ministre jusqu'à présent. Ouais. C'est la première fois. Puis l'avènement du Rassemblement national, Ouais. le Front populaire, les Insoumises, ils ont une difficulté actuellement. Hein. C'est pas maintenant autant ça se parlait en Afrique où un président peut rester sans pour autant avoir un Premier ministre en attendant. Ça devient une réalité ici en France. Ils n'ont pas de Premier ministre. Il y a une division au sein de l'Assemblée nationale. En tant qu'intellectuel, quelqu'un qui a vécu ici pendant plus de 30 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela vous parle? Mais vous savez, les contextes changent. On est dans un monde très mouvant. Très, très mouvant. C'est-à-dire, cette France qui est dans notre perception figée, ça change quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment et il faut quand même tenir compte de ces changements de paradigme à travers même, c'est mondial, hein. C'est-à-dire c'est au niveau mondial qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent aujourd'hui. Et les changements de régime aujourd'hui, on voit qu'en fait les partis traditionnels qu'on connaissait et tout ça, qui étaient là, gauche, droite, centre, il y a vraiment des dynamiques qui font bouger les lignes. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe en France, effectivement, pour des observateurs, c'est assez intéressant parce qu'ils vont se dire, bon, ben, en France, comment on est arrivé à, comment dirais-je, à l'émergence d'un parti aussi, un parti comme le Rassemblement national, aujourd'hui qui arrive en première position d'ailleurs. Hein. Donc aujourd'hui, dans le choix des Français. Ils sont premiers aux élections européennes. Oui, dans le choix des Européens. Ouais. Et dans le choix des Européens, ils sont premiers. Et puis dans le choix des Français également. Ça fait peur? Ben, je ne sais pas si ça doit faire peur, mais moi, je ne suis pas adepte de la peur. Je préfère toujours regarder les choses en face, les assumer. Mais ils ont une politique un peu tendue par rapport à l'immigration. Oui, pour l'instant, vous savez, après, ils ont une politique supposée, tendue. C'est un discours jusque-là. Parce qu'en fait, pour juger les politiques, il faut quand même les vivre. Malheureusement, on ne l'a pas encore vécu. Alors, je le dis comme ça parce que je veux être quand même... Mais ils ont parlé. Oui, ils ont dit plein de choses. Ils ont un programme sur l'immigration. Ils ont dit plein de choses sur l'immigration. Ils ont dit plein de choses sur l'immigration. Et puis, bon, entre le dire et les faits, ça, il y a une différence. Il y a toujours des différences parce que la réalité, elle est là. La gestion du pouvoir, c'est autre chose. Je ne suis pas en train, effectivement, de porter un plaidoyer pour eux, mais je fais juste une lecture. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, je crois que c'est une situation qui doit convoquer notre intelligence collective, surtout les acteurs politiques, parce que tout simplement, c'est le destin du peuple français qui est entre les mains des acteurs politiques. À un moment donné, il va falloir taire un peu, disons, les intérêts partisans et faire face effectivement à la dure réalité du choix des peuples pour en tout cas sortir un peu le pays là dans cette situation. Mais encore une fois, je crois que aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve, ça convoque une intelligence politique de tous bords pour arriver effectivement à trouver un consensus. Ça veut dire que tout seul on ne peut pas diriger, mais il faut qu'on dirige. Il faut que le pays fonctionne, donc il va falloir quand même qu'on se mette d'accord en taisant certainement certains intérêts et puis en mettant en avant l'intérêt collectif, l'intérêt de la France, pour laquelle chaque parti effectivement se dit se battre pour la France. Donc ça veut dire que si tout le monde se dit je me bats pour la France, à un moment donné, au nom de la France, on doit pouvoir effectivement arriver à des solutions. Et je crois que c'est ce défi-là qui est posé. Et j'ose croire qu'effectivement, nous avons des hommes et des femmes qui sont très engagés, qui sont très patriotes et qui peut-être arriveront effectivement à trouver une solution autour de ça. Vous êtes un grand intellectuel qui aime la lecture aussi. Est-ce que je peux savoir votre auteur de préférence? L'auteur qui vous inspire? L'auteur qui m'inspire de préférence? Oui. Ça, c'est un col. Mais après, moi, j'aime bien la philosophie. J'aime bien lire la philosophie. J'aime bien lire la poésie aussi, parce que c'est aussi... La poésie? Oui, oui. Alors, il y a le président Senghor d'une part, mais il y a... J'aime bien lire la poésie. Pourquoi? Parce que
ton homonyme d'ailleurs, Amadou Lamine Sall, qui aujourd'hui quand même est l'héritier du président Senghor dans ce domaine-là, je crois que c'est quelqu'un, j'ai toujours eu du... On rappelle que le nom de l'émission porte un de ses ouvrages intitulé Défense de sa terre. Ben justement, c'est ce que tu es en train de dire. Mais, donc c'est quelqu'un, en l'écoutant souvent, c'est vraiment, il constitue une source nourricière du point de vue intellectuel. Du point de vue de la morale, du point de vue... Non, franchement, en écoutant, on se dit, ben, on a besoin de ce genre de propos. Mais les intellectuels doivent avoir aussi une position. Hein. Être poète ou écrivain ne vous empêche pas aussi d'avoir une position. Absolument. Les positions, il faut les prendre quand il faut les prendre, quand c'est nécessaire de les prendre. Voilà, un intellectuel, il prend une position quand la situation l'exige, l'impose. Où il se dit, là, je ne peux pas faillir à mon rôle d'intellectuel. Mais on ne prend pas de position à tout bout de champ, c'est-à-dire à n'importe... les positions, on les prend quand il faut. Et je crois que de ce point de vue, voilà. Alors, les lectures, j'aime bien l'histoire aussi, parce que l'histoire, c'est important de connaître l'histoire, parce que c'est dans la connaissance de l'histoire qu'on actualise le présent, qu'on ajuste les choses. Si on ne connaît pas l'histoire, effectivement, on peut être dans l'aventure, dans l'illusion, dans la pensée de croire que ce qu'on pense c'est ça, qu'il n'y a pas d'éléments factuels, il n'y a pas d'assises réelles pour en tout cas permettre effectivement de construire une vraie réflexion, une logique ou une objectivité par rapport au présent. Parce que tout simplement, il y a des faits, on va penser que c'est comme ça. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des peuples aussi, parce que je crois que ça, c'est très très important. Ça permet effectivement aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les pays du Maghreb, qu'est-ce qui se passe dans les pays d'Afrique, qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe là. Et puis voilà, bon, naturellement, la politique... Les intellectuels, les hommes de culture, ils ont leur mot à dire aussi. Absolument, absolument. Ils ont... C'est pas un problème juste pour les politiques. Non, mais c'est une variété. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où je crois que toutes les sensibilités doivent se faire entendre d'une certaine manière, que ce soit sur le champ médiatique, que ce soit sur le champ politique, de l'anthropologie, de la sociologie, voilà. Tous ces champs-là, tous ces secteurs-là, c'est des secteurs aussi qui font vivre la société, qui donnent un regard assez intéressant par rapport à l'analyse qu'on peut faire d'une situation. Et je crois que c'est là où, voilà, peut-être ton émission va avoir en tout cas beaucoup plus de, comment on appelle, en tout cas, va s'imposer à un moment donné peut-être défense de cette terre. Alors moi je me dis défense de cette terre, alors là, bon, c'est un concept très fort. Et j'espère que, en tant que peut-être aujourd'hui l'invité, le premier invité, bon, numéro 1, oui. J'ouvre le débat, mais oui. Je suis persuadé, sûr que il y en aura d'autres beaucoup plus percutants et beaucoup plus voilà, intéressants que peut-être moi et qui pourront en tout cas davantage enrichir et nourrir davantage ces trucs des auditeurs et auditrices effectivement de cette chaîne-là. Non, c'est important hein, parce qu'après c'est ça aussi le sens, parce qu'on ne se limite pas à soi-même, on se dit moi je fais, mais ce que je fais c'est peu par rapport à ce que les autres vont faire. Voilà. Et puis chacun apportera ce qu'il apportera et puis progressivement ça prendra la forme ce qu'il prendra et puis à un moment donné ça permettra effectivement d'être au service hein, de l'opinion, puisque l'opinion en a besoin. Merci beaucoup M. Sylla, d'où l'intérêt de notre émission Défense de sa terre qui donne la parole à tout le monde, des exemples de bons profils voilà, qui font la fierté de notre pays. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Le plaisir et de prier pour la paix en Casamance. Mais comme dit le poète Amadou Lamine Sall, tant qu'il y a le ciel, il y a toujours de l'espoir qu'un oiseau y passe. Absolument. Je vous remercie, M. Sylla. C'est moi qui vous remercie, Lamine. Merci beaucoup. Et en tout cas, bon vent. Merci. Pour cette belle émission. Merci beaucoup. Merci.